L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Emmanuel Boboé Béavogi, conducteur technique Binta Ba, et cadrage pour les images Ibrahim Adas Silla Aïda Sissé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plaisir encore de vous retrouver sur les antennes de la radio de l'innovation au compte de l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Sabou FM à Kindia. Une émission également reprise à Mamon par GPP FM, également à Zérekoré par Pacifique FM. Merci de nous choisir pour être au bain de l'actualité. Nous sommes jeudi 12 avril 2018, nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, l'opposition et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée rejettent toute idée d'une augmentation du prix du carburant à la pompe, et comme demandé par le FMI en mission en Guinée. C'est en réponse, il faut le rappeler, aux efforts financiers suite à la dernière grève des enseignants. C'était tout de même prévisible selon les économistes qu'il y ait réajustement à la hausse de certains prix sur le marché guinéen. Alors, trouvez-vous raisonnable la réaction de l'opposition et la CNTG? La question est posée. Vous entendrez non seulement les experts dans cette émission, mais nous aurons en direct dans cette émission Aluseni Makanera Kake, il est porte-parole de l'opposition républicaine. Et deuxième sujet, on ne pouvait pas croire à cela. Des communicants du RPG Arc-en-Ciel, la partie au pouvoir, ont été placés hier sous mandat de dépôt. Précisément, ils ont passé une première nuit à la maison centrale. Parmi Corboya, vous le connaissez, transfuge de l'UFDG actuellement au RPG Arc-en-Ciel. Il faut le rappeler que c'est suite à la plainte de la cellule balai citoyen. Quelles conséquences peut-on tirer de ces coups de balai? Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. C'est le menu. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koivogi. Bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Et si vous êtes en France, vous composez gratuitement les 02 49 17 49 27 aux États-Unis. C'est le 712 432 41 46. Le service, il est bien sûr gratuit. Vous composez ces numéros. Tout de suite, vous avez la radio de l'innovation. Et bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous captez la 97.3. C'est l'émission Comprendre l'actualité qui reprend tous ses droits sur la 97.3. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est la réaction de l'opposition, mais également de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, et qui rejette toute idée d'une augmentation du prix du carburant à la pompe. Vous le savez, c'est une exigence aujourd'hui du Fonds monétaire international, dont une mission séjourne dans notre pays. Alors, Koluba et Koivogi, vous comprenez un peu la prise de position aujourd'hui de l'opposition, mais également de cette centrale syndicale? Oui, une prise de position normale et justifiée en connaissant déjà les conditions de vie des Guinéens. C'est comme si le gouvernement était dans une démarche de récupérer les sous qu'il a donnés par sa main droite pour récupérer avec la main gauche. On augmente le prix, le salaire des enseignants le mois suivant. On augmente également le prix du carburant pour dépenser les maigres ressources qui ont été également allouées, les allocations financières également à ces enseignants. Je pense que c'est une démarche que je
je n'apprécie pas du tout. Il faut tout de même me rappeler qu'il y a eu des mois, ou pour ne pas dire des années déjà, quand on a assisté à la baisse du prix du baril sur le plan international, la baisse du prix du carburant dans certains pays de la sous-région, les syndicats avaient alors exigé de l'exécutif qu'on revoie le prix du carburant à la pompe. En tout cas, dans différentes stations-service en Guinée, on avait estimé encore que pour des questions de contraintes ou plutôt des accords, des négociations avec les institutions de Bretton Woods, le gouvernement ne serait pas en mesure de revoir le prix du carburant. Donc on a resté dans cette situation, alors que le syndicat demandait carrément qu'on diminue le prix du carburant jusqu'à autour de 6 000 francs guinéens, alors que le gouvernement disait bon, il faut maintenir le prix du carburant à 8 000 à la station, et dans le marché noir 8 500, 9 000, et parfois même pendant les spéculations dans certaines régions, le prix du carburant est allé jusqu'à 10 000 pendant des périodes de soudure. Quand on revient également pour augmenter le prix du carburant, ce n'est pas parce qu'on va juste récupérer les 500 milliards qu'on paye régulièrement pour le salaire des enseignants, ou plutôt pas seulement les enseignants, pour tous les fonctionnaires guinéens, mais parce que tout simplement la vie deviendra de plus en plus chère. En fait, comme on dit en langage facile, le transport, d'abord le carburant constitue en réalité le souffle de vie pour le transport public. Et le transport constitue, comme d'autres le disent, des géographes, constitue ou représente les vaisseaux sanguins dans le corps humain. Alors quand on augmente tout de suite le prix du carburant, ça veut dire que tous les autres, le prix des autres denrées alimentaires ou alors de tous les autres produits vendus sur le marché guinéen connaîtront une augmentation, une flambée, et du coup la vie deviendra de plus en plus chère que ne l'est aujourd'hui, et du coup la situation deviendra de plus en plus difficile pour des populations. C'est pourquoi il y a une nécessité qu'on ne revoie pas le prix du carburant. Je pense plutôt qu'il y a d'autres efforts qui doivent être consentis par le gouvernement pour pouvoir recouvrir les sommes qu'il a déjà déboursées pour le paiement des fonctionnaires, parce que il y a beaucoup plus de pertes financières dans les passations du marché, ou dans les allocations, dans l'achat de certaines fournitures au niveau des différents départements ministériels, ou plutôt dans d'autres dépenses parfois inutiles à la présidente de la République qu'on peut couper pour pouvoir rester dans la situation. Voilà, Amadou Makissa, il faut le rappeler que c'est avec un couteau à la gorge quand même que le pouvoir, l'État est arrivé à un moment donné à faire face à ces revendications des enseignants, mais les conséquences étaient prévisibles, il fallait s'y attendre, même si peut-être je ne suis pas en train de défendre que forcément il faut que ce soit sur le prix du carburant, mais ça a été annoncé, et les Guinéens ne devraient pas être étonnés aujourd'hui que l'État puisse vraiment augmenter le prix du carburant, et d'autant pour qu'ils puissent avoir d'autres recettes, parce qu'après ce n'est pas que quand même les enseignants qui sont dans des situations difficiles en Guinée. Oui, justement, vous avez parfaitement raison, parce que bon, on le disait ici, je crois même le gouvernement, à un moment donné, quand les syndicalistes avaient commencé à durcir le ton et puis les choses avaient commencé vraiment à corser, le gouvernement avait dit qu'il a rendez-vous avec le FMI, les institutions de Bretton Woods, qui devraient venir. Effectivement, ces choses faites, nous sommes avec, aujourd'hui le gouvernement est en conclave avec, si ce n'est pas d'ailleurs fini, avec le FMI. Alors, l'injonction du FMI, c'est ce que personnellement je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cibler, disons, le carburant et déchets? Pourquoi faire des injections sur le gouvernement? Parce qu'au niveau de l'État engloutit assez de moins. Oui, engloutit assez de moins. Mais ce même État, d'ailleurs, c'est ce qui a été, disons, la réplique non seulement de l'opposition, mais aussi des centrales syndicales. Pourquoi ne pas... l'État a assez de moyens pour pouvoir vraiment renflouer ses caisses. Regardez ces sociétés de téléphonie qui facturent les gens de façon fantaisiste ici. Et alors, en contrepartie, l'État... Avec un service bidon. Voilà, avec un service, je dirais, carrément bidon, c'est comme ça, l'État a d'autres palliatifs pour pouvoir vraiment renflouer ses caisses en laissant intact disons, le carburant et l'électricité. Parce que quelque part, je me vois dans tous les pays où il y a eu assez de problèmes avec, disons, l'État, et les gouvernements et les populations, c'est justement ces deux points, c'est-à-dire l'électricité, les services sociaux de base, non seulement, d'ailleurs, ceux qui sont prioritaires, je veux parler du carburant, l'eau et l'électricité. Et je me demande pourquoi FMI ne cible que les deux là. Est-ce que c'est parce que quelque part... mais le FMI a un tableau, c'est un tableau qui est présenté au FMI. Donc forcément...
indicateurs sont là. Oui, mais quand même, de toutes les façons, l'État guinéen est souverain. On peut ne pas collaborer avec FMI. Je ne dis pas que la Guinée doit faire, comment on appelle ça, dos au FMI, mais de toutes les façons, le gouvernement sait pertinemment aujourd'hui qu'à l'état actuel des choses, Koulibaly le rappelait tout à l'heure, les gens tirent le diable par la queue. Et aujourd'hui, quand on touche au secteur non seulement de l'électricité, mais comment on appelle ça, en augmentant le prix du carburant, la population va encore souffrir davantage. D'accord. En direct dans cette émission pour savoir un peu plus sur la réaction de l'opposition par rapport à ces injonctions du FMI. Alusini Makanera Kake. Monsieur Kake, bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'opposition républicaine. Alors, monsieur Makanera, par rapport à cette sortie de l'opposition républicaine pour cette éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe, qu'est-ce qui motive effectivement votre refus catégorique à cette augmentation? C'est tout simplement parce que ce n'est pas opportun. Vous savez, j'ai entendu dire que le FMI a demandé au gouvernement guinéen d'augmenter le prix du carburant et de diminuer sa subvention à l'EDG. Je viens dire tout de suite que le FMI et la Banque mondiale n'imposent rien à un État. Ils vous fixent des objectifs à atteindre, c'est à vous de chercher. Ils peuvent vous faire des recommandations quand même. Maintenant, pour le secteur de l'énergie et du carburant, je crois que ça devait être le dernier recours. C'est lorsqu'on ne peut plus trouver ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, en Guinée, on a plein de possibilités de pouvoir résorber le gap là. Parce que si nous prenons, alors, quelle est concrètement la proposition de l'opposition pour combler effectivement ce gap là? Moi, je pense que la première des choses, c'est la moralisation de la gestion des finances publiques. Vous-même, vous avez entendu le président dire que les directeurs volent, les ministres volent pour organiser des manifestations de soutien pour dire qu'ils sont populaires. Ce qu'on vole tous les jours là, ce qu'on organise pour des manifestations de soutien qui ne soutiennent rien, qui soutiennent comme la corde soutient le pendu. Parce que si vous volez l'argent de l'État pour dire que vous soutenez le président de la République, alors que ce que vous volez là, vous créez le déficit, et ce déficit est senti par la population en les enfonçant dans la misère, dans la pauvreté, c'est que vous n'avez pas soutenu le président. Au contraire, vous êtes en train de l'opposer à sa population. Si on diminue ça, lorsque vous prenez le budget de l'État, remarquez, c'est le même budget qui est reconduit, les mêmes ordinateurs qu'on paye chaque année, les mêmes consommables d'accord, mais les mêmes mobiliers, la même chose qu'on paye tous les ans. Alors que les ordinateurs seulement peuvent avoir une durée de vie au moins de 3 ans. Vous prenez aussi les déplacements incessants du chef de l'État. Par voyage, c'est pas moins de 200 000 euros. Si on réunit tout ça, on peut même aller au-delà du gap. Vous quittez là-bas, vous venez dans le domaine, dans le secteur minier, il n'y a aucune transparence. Tout ce qu'on dit, lorsque vous prenez par exemple la SMB seule qui a dit, elle a dit qu'elle va importer environ entre 2018 50 000 tonnes de bauxite. Mais si vous tapez ça, même si c'est $30 par tonne, ce que cela verse à l'État, c'est énorme, c'est énorme. Donc avec tout ce qui est possibilité pour la Guinée, mais on n'a pas besoin d'aller toucher le carburant. D'accord, mais est-ce que ce qui pourrait être qualifié comme une fixation peut-être du FMI, est-ce que ce n'est pas dû un peu au tableau présenté par l'État à cette institution? Parce qu'après, il y a les indicateurs, à partir de ces indicateurs, et ces institutions se disent tout de suite, à partir de là, vous pouvez éponger, ou à partir d'ici, vous pouvez réajuster. Est-ce que ce n'est pas le tableau présenté même par l'État? Exactement, ce que je vais vous dire, le FMI c'est quoi? C'est lorsque vous êtes malade, vous venez les voir. Ils vont vous dire, nous, pour vous guérir, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Donc, ils vous soumettent à une condition, lorsqu'ils vous donnent de l'argent, que vous soyez à mesure de rembourser leur argent. Ils s'en foutent de votre population. C'est à vous de chercher à défendre l'intérêt de la population. Oui, mais Makanera, moi j'ai envie de comprendre, au-delà de cette dénonciation, quelle autre alternative dispose l'opposition au cas où le gouvernement mettrait, je ne veux pas qualifier de menace, mais sa volonté en exécution? Non, nous n'accepterons pas, parce qu'on ne peut pas nous faire payer la mauvaise gouvernance à partir du moment où le président lui-même
reconnaît qu'il y a les directeurs et les ministres qui détournent, ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Mais pourquoi maintenant le président va dire que c'est le peuple qui va payer à sa place? Oui, quel moyen sera mis en œuvre par l'opposition pour exprimer son refus? Attendez, je vous donne un exemple précis que vous pouvez vérifier. Si vous prenez le port autonome de Conakry, avec Bolloré, vous prenez le même port autonome d'Abidjan avec Bolloré, chaque conteneur, la manutention de chaque conteneur, le Guinéen paye presque le double de ce que l'Ivoirien paye. Même cette différence-là pouvait résorber le gap là. Quand la manutention d'un conteneur à Abidjan, c'est $200. Le même conteneur à Conakry, c'est $350. Maintenant, calculez le nombre de conteneurs qu'on manipule par mois et le nombre de voitures. Parce que la même différence qui existe entre les conteneurs, c'est la même différence qui existe entre les voitures Bolloré-Abidjan, Bolloré-Conakry. C'est pour dire qu'il y a une déperdition énorme de l'argent qui devait aller dans la caisse de l'État. Voilà, c'est vrai qu'on procède éventuellement à un réagissement quand même à des prix ceux auxquels vous êtes catégoriquement opposés, mais est-ce que c'est la période où vous estimez que ce n'est pas du tout possible qu'on puisse procéder à une augmentation, par exemple, même si c'est dans le futur? Parce qu'après, c'est vrai qu'on sort quand même à des convulsions sociales. Est-ce que c'est l'opportunité, c'est le temps qui fait, qui dérange de plus, ou c'est une politique qui doit être mise en place prochainement même? Mon cher petit frère Malik, le gouvernement a besoin aujourd'hui de redorer la confiance. Lorsque le président prenait des décisions énergiques pour moraliser la gestion de la chose publique, pour sanctionner ceux qui détournent l'argent, la population sera... Je crois qu'on a momentanément perdu Alucine Makanera Kaki. Nous tenterons de repartir avec lui dans cette émission. Oui, rapidement. Moi, je voulais dire qu'en réalité, que cette histoire d'augmentation ou de contrainte avec le FMI, c'est un réel faux débat. En ce sens que quand vous prenez par exemple, ce sont les mêmes discours qui ont été utilisés par le gouvernement actuel avec cette histoire de PPTE, serrer les ceintures, et puis après PPTE c'était par rapport à la contrainte avec les institutions de Bretton Woods, les dettes, les crédits ou plutôt les dettes emmagasinées durant de longues années. Alors serrer les ceintures et puis les conditions deviendront plus ou moins faciles, ou plutôt les conditions vont s'améliorer quand on aura fini de payer les PPTE. Et après on est dans la même situation. Alors quand on a écouté certains spécialistes en économie, et d'ailleurs je vais vous surprendre, le directeur national du plan et de la prospective qu'on avait eu dans cette émission, quand nous l'avons écouté, il a dit d'ailleurs que le gouvernement, la croissance actuelle de la Guinée se situe entre 6 à 8%, et c'est ce qui a été déclaré officiellement. Mais ce qu'on n'a pas dit à la population, ou ce qu'on n'a pas déclaré officiellement de commun accord avec les mêmes institutions de Bretton Woods, la croissance guinéenne se chiffrerait à 10%, c'est-à-dire qu'aux alentours de 2 chiffres, c'est-à-dire entre 8, oui, je veux dire au-delà de 8%, c'est-à-dire aux alentours de 10%. Ce qui veut dire, ça a été fait délibérément de ne pas déclarer au reste du monde que la croissance évolue, parce que selon ce même directeur, en le faisant, les représentants des institutions internationales qui résident à Conakry n'auront pas de financement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de crédit qu'on va leur accorder. Or, quand vous êtes représentant de la Banque mondiale, ou vous êtes représentant par exemple du PNUD en Guinée ou d'autres institutions, et si l'institution que vous représentez à Conakry ne vous accorde pas d'autres financements, parce que tout simplement on estime déjà que le pays évolue dangereusement, c'est comme si vous n'êtes pas efficace, et donc le pays est amené, ou l'institution qui vous a mandaté est amenée à vous remplacer. Donc carrément, ça a été fait de façon délibérée de ne pas déclarer que la croissance guinéenne aujourd'hui est au beau fixe. Donc je ne vois pas pourquoi on va augmenter le prix du carburant sous prétexte qu'on a emprunté de l'argent avec la banque centrale. Il y a un trou qu'il faut combler. Il n'y a véritablement pas de trou, il y a plutôt des dépenses à chercher ailleurs que de nous créer des problèmes inutiles. Aboubakar Condé, votre réaction par rapport à cette volonté, en tout cas cette annonce faite par le FMI, bon, je dirais même pas annonce, cette exigence du FMI par rapport à la Guinée? Bon, je pense que je suis presque dans la même logique que les autres experts, et également Makanela, qui espère qu'il y a d'autres situations, il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives pour l'État, qui s'impose à l'État pour chercher à combler ce gap, parce que l'essentiel c'est que l'État dépense. Avec le tableau de bord qui a été prêté au FMI, ils ont fait croire que la subvention qu'ils accordent à EDG et la subvention qu'ils accordent pour le carburant, c'est énorme.
Donc, comment combler ce gap-là? Donc, il est important. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, c'est énorme. C'est énorme. Et ça se niveau quand même. Ça à ce niveau. Il faut exercer la pression. Mais moi, je suis d'accord. Mais parallèlement, il faut voir la conséquence de cette politique qu'on va essayer de mettre en place, c'est-à-dire qu'en supprimant cette subvention. Parce que de l'autre côté, vous pensez augmenter le salaire des enseignants pour essayer de tuer un peu leur vulnérabilité, mais également vous augmentez le prix des carburants. Nous allons repartir avec Alcine Makanera. Le temps pour Abakar de souffler, il viendra sur son raisonnement. Monsieur Makanera, vous êtes là à nouveau, bonjour. Alors, la question était de savoir, est-ce que peut-on au moins accepter d'ajourner ce qui pourrait être la future décision dans ce dossier? Bon, moi je pense que si le gouvernement voudrait que la population accepte de l'accompagner, la première des choses, puisque le président lui-même reconnaît que ses ministres, ses directeurs généraux sont en train de dilapider de l'argent pour se faire voir devant lui comme s'ils étaient très importants et populaires, s'il faisait un effort de lutte contre cette corruption, peut-être les gens allaient avoir confiance pour l'accompagner, mais vous ne pouvez pas dire que les gens sont en train de dilapider de l'argent, détourner des centaines de milliards, et vous ne faites rien. C'est vous qui les avez mis là, c'est vous qui les avez nommés, vous continuez à les soutenir et demander... Mais est-ce que ça peut pas être une action parallèle? C'est-à-dire parce que le tableau de bord quand même indique que l'État met assez d'argent au niveau de l'électricité et dans la subvention du carburant. L'autre action que vous dénoncez, est-ce que ça peut pas être parallèlement mené à ce réajustement du prix au niveau de l'électricité, mais également du carburant? Je vous dis, l'État ne met rien pour l'électricité. Pour preuve, la Guinée n'est pas un pays où il y a beaucoup d'électricité. Donc, si on dit que l'État met beaucoup d'argent, moi, je ne suis pas d'accord. Je vous ai donné un exemple pratique. Quand l'État met beaucoup d'argent pour enrichir le clan, un Bolloré à Abidjan, manutention du conteneur $200. Le même Bolloré... Et si on parlait du franc guinéen, c'est un peu parce que quand vous dites $200, celui qui n'est pas dans le domaine financier, le citoyen lambda ne comprend pas. $200, ça veut dire quoi? Bon, $1, $100 aujourd'hui, c'est dans les 900 D'accord, quelqu'un va prendre sa machine pour faire le calcul. $200 au niveau de l'Abidjan, et la différence en Guinée, c'est que vous parlez de $350. Donc la différence est à $150. Voilà. C'est $150, plus d'1 million et quelques. Sur chaque conteneur, c'est ce qu'on donne cadeau à Bolloré. Alors, Makanera, on va revenir à la question de Malik. Est-ce que c'est possible de différer cette politique de réajustement des prix du carburant à la pompe? Non, Alpha a beaucoup de lieux où il peut prendre l'argent sans augmenter le carburant. Ça, c'est une menace, mais la population n'acceptera pas. Heureusement que les syndicalistes même sont opposés. Je sais qu'ils trouveront là où ils doivent trouver sans créer de problèmes aux Guinéens. Parce que vouloir augmenter le carburant aujourd'hui, c'est créer des problèmes. Parce que les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent plus tenir. Vous pensez qu'ils se créent des problèmes eux-mêmes? Parce que je pense que c'est vrai, quand ils augmentent, c'est la population qui va sortir dans la rue, et c'est vous, l'opposition, c'est encore les centrales syndicales qui vont encore s'indigner et pousser la population dans la rue. Est-ce que ce n'est même pas suicidaire pour le gouvernement? Non, c'est pas la population qui fait sortir les gens, c'est la misère, la pauvreté qui va pousser les gens dans la rue. Justement, c'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est même pas, c'est pas suicidaire même pour le gouvernement de penser à une augmentation du prix du carburant? Mais monsieur le journaliste, quand le président dit les gens volent, ils détournent, il ne les sanctionne pas. Comment vous voulez que les autres acceptent maintenant de se sacrifier pour payer le carburant plus cher? Mettez-vous à la place de la... Vous-même, vous n'allez pas accepter. Oui, mais sauf que l'État a été très prudent lors d'une dernière négociation, par exemple, avec la centrale syndicale au niveau de l'éducation par rapport à cette grève que nous venons de traverser. L'État avait présenté un tableau de bord qui ne lui permettait pas de faire une augmentation, mais c'est le couteau à la gorge, avec la pression même des politiques, mais également de la société civile, que l'État a fini par céder. Est-ce qu'on ne continue pas avec, si on refusait toujours ces politiques, à enfoncer l'État de plus? Mais est-ce que vous pensez que la population croit à cet État-là?
Donc ce n'est pas croire ou ne pas croire aujourd'hui. Ce n'est pas de croire ou croire à cet État. On parle des faits, M. Makanera. La dernière grève quand même a coûté cher à la Guinée parce que l'État voulait ajourner quand même l'augmentation de 40%. Mais vous avez vu l'entêtement quand même du SLEG, mais également soutenu par une partie de la population, mais également même des politiques. C'est-à-dire on n'a pas accepté le tableau comme présenté par l'État alors que c'était possible. Ce que je voulais vous dire, la population tient beaucoup compte des faits que de la parole. L'État a dit effectivement qu'il n'a pas d'argent, le gouvernement a dit qu'il n'a pas d'argent. Mais au même moment, on a quitté de V6 ou V8 pour les ministres. Au même moment, on voit une richesse ostentatoire de tous les membres du clan. On le sait. C'est même insolent. Dans un pays où les gens n'ont pas $10 par jour, les ministres se permettent de payer des maisons à $1,5 million à Conakry. Les gens voient tout ça. $1 par jour. Vous en connaissez des ministres qui se tapent des maisons comme ça? Vous avez été ministre, hein, on ne sait pas si à votre temps ça se passait ainsi. Mais regardez, il y a les camions à Conakry, un parc de 300 véhicules à Conakry. Mais vous êtes des journalistes recherchés. C'est où précisément? Aidez-nous à comprendre, c'est où? Non, recherchez seulement. Allez à Bouquet aujourd'hui, demandez quels sont ceux qui sont dans les transports des mines et quelle est l'origine des camions. Vous allez savoir tout de suite qu'en Guinée, les gens sont excessivement riches. D'accord. Merci à Lucini Makanera Kake d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, à l'instant même, Alucini Makanera Kake, ancien ministre de la communication du président Alpha Condé, aujourd'hui farouche opposant du même régime, porte-parole de l'opposition républicaine, qui se prononçait sur cette injonction faite par le FMI à l'endroit de l'État pour une augmentation éventuelle du prix du carburant, mais également la réduction de la subvention de l'État au niveau de l'EDG. Abakar Condé. Donc, je dirais que ça pourrait coûter cher à la population parce que on va vouloir peut-être supprimer ces dépenses qui coûtent cher à l'État, et de l'autre côté on va renforcer davantage la précarité au niveau des ménages. Ça veut dire que les efforts d'augmentation de salaire n'ont servi à rien. C'est comme si vous, comme Koulouba l'a dit, vous donnez de la main droite et la main gauche récupère. Pourtant il y a des possibilités. Les économistes, moi hier j'écoutais certains spécialistes qui disaient que l'État a effectivement la possibilité de pouvoir absorber cette manne financière qui sort de la main gauche, de la main droite vers la main gauche. Donc je pense que au niveau du secteur minier, au niveau de l'aéroport, au niveau du port autonome de Conakry, il y a des possibilités de compenser. Il y a même du côté des taxes que nous sommes en train de payer aujourd'hui par les sociétés minières. Donc il y a toute une possibilité de pouvoir compenser ce gars, parce que ils appellent ça l'effort social du gouvernement, c'est-à-dire le fait de subventionner le carburant, le fait de subventionner l'électricité, parfois même le riz, par endroit, les matières de première nécessité. Donc je pense que ce sont des efforts que le gouvernement est appelé à faire, parce que c'est l'un des rôles régaliens de l'État, accompagner, assister les populations. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a mieux de chercher ailleurs comment compenser ce gap-là, comment essayer de combler ce trou-là, qu'au d'aller encore enfoncer la situation des populations. Macron a effectivement raison de dire que le FMI ne se soucie pas totalement de la situation des populations. Ce n'est pas le PNB qui intéresse le FMI. C'est plutôt comment est-ce que le gouvernement... Son argent est injecté. Donc comment le gouvernement injecte son argent, comment le gouvernement récupère l'argent qui est injecté. C'est ça la possibilité. C'est-à-dire qu'on vous donne, puisque vous donnez plus aux travailleurs, donc il faut les faire payer le carburant cher, il faut les faire payer le courant cher pour qu'on puisse compenser ce gap-là. Donc ça veut dire que, d'ailleurs même, il y a même des pays qui ont refusé carrément les injections du FMI, parce qu'en le faisant, c'est créer automatiquement une crise sociale, c'est d'amener les gens dans la rue, et finalement, quand vous amenez les gens dans la rue, vous allez faire des mois sans travailler, vous avez des difficultés d'obtenir de l'argent pour des investissements, le FMI encore vient vous prêter de l'argent, vous devenez encore esclave des mêmes institutions. Donc, je pense que si le gouvernement avait réfléchi, je sais qu'ils vont réfléchir pour chercher à trouver. Ils avaient réfléchi quand même. Moi, peut-être je vais me faire descendre par les enseignants, mais ils se sont entêtés, ils devraient comprendre. Non. La question, c'est que le gouvernement avait l'effort que le gouvernement a fait du côté des enseignants, c'est une nécessité. Et parce que cette nécessité-là, elle était réelle.
On sait que le salaire d'un enseignant, on connaît aujourd'hui la cherté de la vie, on sait aujourd'hui la précarité des gens. Donc il est important que le gouvernement accompagne les travailleurs. De l'autre côté, il y a des détournements. Heureusement, fort heureusement que le gouvernement, le président reconnaît qu'il y a effectivement des détournements. Mais alors, si l'effort était de ce côté-là, on faisait moraliser la prestation des ministres, on moralisait la prestation des directeurs qui volent à ciel ouvert, le président le sait, personne n'est arrêté, personne n'est inquiété. C'est ça aussi le péché. Les populations auraient compris la nécessité d'accompagner ce gouvernement-là pour essayer de moraliser la gestion économique. Amadou Macky Sall, rapidement, oui. Oui, justement, je le disais tout à l'heure, c'est la question que j'avais posée à M. Makanera. Certainement, il ne m'avait pas bien compris. Je disais que connaissant actuellement ce que nous sommes en train de vivre, connaissant actuellement la vie des populations guinéennes, d'abord, je ne dis pas qu'on est englouti dans la pauvreté, mais de toutes les façons, les gens commencent à caresser la queue du diable. Donc, voyant toute cette situation, si le gouvernement se permet aujourd'hui d'augmenter le prix du carburant, deuxièmement, baisser la subvention qu'il accorde à EDG, je dis que c'est un peu... Ça va sonner comme vraiment suicidaire pour cet État-là, parce que de toutes les façons, quand la population est trop appauvrie, ou en tout cas à outrance, c'est, disons... Ça crée une révolte. Ça crée une révolte, genre ce qu'on a vu en janvier, février 2007. Et justement, c'est ce qu'il faut aujourd'hui éviter. Et je crois le gouvernement doit tendre l'oreille à toutes ces déclarations de l'opposition, mais aussi des centrales syndicales, pour réfléchir, trouver le bon chemin pour pouvoir renflouer ces caisses et laisser ces deux points vraiment sensibles, parce que ces deux points-là sont extrêmement sensibles. Le courant, l'eau et surtout le carburant, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, qui est vraiment, disons, comme étant la tête de tout, quoi. Quand on touche au carburant, on a touché à toutes les denrées alimentaires. D'accord. Alors, Corban, une dernière réaction, moi je pense que je le disais encore que c'était un faux débat. Il y a deux exemples. D'abord, l'apport des institutions de Bretton Woods sur le développement. Est-ce que ces institutions-là ont fait que la Guinée s'est développée? J'ai dit encore non. Depuis qu'on a créé les institutions de Bretton Woods, il y a eu combien de financements? Combien la Guinée a payé en termes de remboursement des frais? Et également, il y a eu combien de milliards de francs guinéens, plus de millions de dollars qui ont été investis par les institutions de Bretton Woods dans le système économique guinéen, mais franchement, ça n'a pas changé. Le gouvernement guinéen ne travaille pas pour le FMI, la Banque mondiale. Le gouvernement guinéen travaille pour la population. Or, c'est quand même les termes plus faciles, banals qu'on nous apprend, même dans les institutions d'enseignement supérieur et même dans les facultés de sciences économiques et financières. Si l'économiste travaille pour celui-là qui le commande à l'extérieur et que la population pour laquelle il travaille et qu'il n'y a pas d'impact réel, ça veut dire pratiquement l'on fait tout mais l'on ne fait pas l'essentiel. Ça c'est l'autre aspect également. Le gouvernement dit par exemple qu'on a créé un trou en payant les 500 milliards. Mais de l'autre côté, il y a le véritable trou, pour ne pas dire le puits, qu'on est en train de créer tout en achetant des voitures. Le président disait par exemple, oui, des voitures luxueuses de plus de 100 millions de francs guinéens, au-delà des voitures 4x4 qu'on a offert actuellement, où il y a déjà 1 an ou 2 ans pratiquement au ministre du gouvernement, les voitures blanches. Chacun d'eux a au moins une autre voiture de commandement de couleur verte et autres comme ça. C'est-à-dire que pratiquement, si chaque ministre doit avoir deux voitures de commandement à hauteur de 200 millions, 300 millions de francs guinéens, et sans tenir compte au niveau de chaque cabinet, les ministres qui ont au moins à leur charge des personnes à entretenir, plus de 15 personnes déjà, c'est des dépenses inutiles à la présidente de la République qu'on crée. Je veux juste dire ceci, il y a un économiste qui me disait hier que par expérience, partout, tous les États qui ont accepté de suivre à la règle les institutions de Bretton Woods sont tombés dans le chaos. Il a donné beaucoup d'exemples. Il a dit, il a parlé même d'exemple de la Guinée dans les années 90, quand les institutions de Bretton Woods sont venues pour cette politique qu'on appelle ajustement structurel. Mais tout proche de nous, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Sénégal, c'est les pays qui sont en train de bouger. Ça a envoyé des centaines de personnes au chômage. Ça dépend de la gestion de la chose publique. Malheureusement.
Malheureusement, chez nous ici, on gère autrement que de faire le travail pour la population. Voilà, en tout cas, le plus important, c'est de moraliser aujourd'hui les finances publiques, la gestion de la chose publique. C'est à ce prix seulement que la Guinée peut aussi s'en sortir, parce que à l'image des pays voisins comme Abidjan, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est des pays qui s'en sortent quand même avec les mêmes institutions. Pourquoi pas avec nous? Donc, à M. Alpha Condé et toute son équipe, de moraliser un peu la gestion de la chose publique. Nous observons une courte pause. On revient dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Mais je comprends pas votre coup de fil. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me réveille, on m'appelle de partout. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Il paraît qu'il y a une radio qui a dit que je suis mort. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Toute l'équipe en place pour la suite et la fin de cette émission. Bonjour si vous étiez là en début de cette émission. Bonjour si c'est maintenant vous nous rejoignez sur la 97.3. C'est l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi à partir de 9h05. Je le disais, le deuxième sujet de cette émission, c'est une surprise en tout cas pour certains. Des communicants du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, ont été placés hier sous mandat de dépôt précisément. Ils ont passé une première nuit à la maison centrale. C'est suite à une plainte déposée par la cellule Balai citoyen contre les propos haineux, des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Tout de suite, à la première question, quelles conséquences peut-on tirer de ces coups de balai? En fait, on a une conséquence positive parce que ça a permis de freiner un peu cet élan d'escalade de violence qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un bon signe, c'est un bon signal pour dire que cette fois-ci, nos autorités judiciaires veulent vraiment aller en découdre avec ces détracteurs, ces personnes qui voulaient mettre de l'huile sur le feu, parce que cette escalade de violence avait continué comme on avait vu au début, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais heureusement que ça commence pratiquement ça a cessé, cette escalade de violence. Les gens ont essayé de mettre de l'eau dans leur vin, moraliser leur communication. Ils sont une communication responsable. Le devant a d'ailleurs été pris par certains partis politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel, et même l'UFDG par endroit est en train de moraliser un peu ces communicants. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de cette procédure qui est enclenchée aujourd'hui. Ils avaient été écoutés pour une première fois. Cette fois-ci encore, on a estimé qu'il était important pour le bien de l'enquête. Il fallait les garder pour continuer encore à faire cette audition-là, une histoire de finir avec cette instruction judiciaire et histoire d'avoir de monter un dossier pour que le processus puisse s'ouvrir. Donc je pense que c'est un bon signal. Moi, je suis très satisfait de... Je n'en croyais pas, c'est vrai, je n'en croyais pas. Je pensais que quand ils ont été une fois entendus, ils sont repartis chez eux. La plupart de ces communicants qui avaient été convoqués ont dit non, on les a convoqués simplement pour me dire que pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi j'ai dit cela, j'ai donné des raisons et effectivement, ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'ils sont revenus encore jusqu'à ce qu'ils soient sous mandat de dépôt, ça veut dire qu'il y a la volonté réelle de punir ceux qui sont allés au-delà de leurs prérogatives, ou ceux qui ont voulu mettre de l'eau sur le feu. Au-delà de leur liberté. Au-delà de leur liberté, voilà. Comme pour dire que... ils n'ont aucune prérogative. C'est au-delà de leur liberté. Oui, comme pour dire que c'est un État responsable, c'est un État de droit où les uns et les autres doivent respecter l'équilibre social, mais également protéger l'intérêt de la population. Amadou Makissa, quelle lecture faites-vous personnellement de cette machine judiciaire enclenchée contre ces communicants? Ben justement, c'est quelque part, on est en train de voir, au-delà de ce qu'Abakar Condé a dit, ça c'est un pan de la situation, on ne peut que se réjouir.
de ces différentes actions. Mais aussi, de l'autre côté, il faut voir aussi que la justice, ceux qui pensaient que la justice n'est pas totalement indépendante, de toute façon, il y a une lueur d'espoir de ce côté-là aussi. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un membre, ou en tout cas un communicant du RPG Arc-en-Ciel puisse être arrêté et coffré. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. C'est vrai qu'on n'est pas encore allé jusqu'au procès. Au procès. Déjà c'est un pas franchi, parce qu'ils ont passé leur première nuit. On est déjà à un pas de franchi, franchement. Et on ne peut pas applaudir, bien sûr, avec les deux mains, mais de toutes les façons, on peut faire des claquements de doigts pour dire que les choses commencent à bouger. Et il faut continuer ainsi, je pense, au-delà de ce combat mené par la cellule Balai Citoyen, il y a aussi que c'est le ministre de l'action, ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté est en train de réussir son pari, parce que depuis sa sortie vraiment musclée, et les choses ont peu. Mais lui n'est pas mêlé à ces histoires. Hein. C'est ce que je dis, mais de toute façon, le ton a été donné. Il avait donné le ton quand même. Le ton avait été donné par Gassama, parce qu'il avait dit, je crois, il allait jusqu'à toucher à la haie. Et il avait, disons, menacé un ministre ici qui en tout cas, d'accord, tout le monde il doit être contacté partout où il est. Aujourd'hui, il doit être content parce que quelque part, il est en train de réussir son combat, même si directement, c'est pas lui qui a mais il a donné le ton. Et ceux qui sont en train d'œuvrer dans ce sens-là sont en train de l'épauler. Et c'est pourquoi je dis que la première personnalité aujourd'hui du gouvernement à vraiment applaudir, c'est bien sûr Gassama. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le RPG, si l'UFDG pensait qu'elle est la seule à être vraiment poursuivie dans ce sens-là, mais il y a aujourd'hui que le RPG aussi lui emboîte le pas. C'est vrai, du côté de l'UFDG, on parle d'un certain Gouboui qui est dedans et qui fait partie de cette équipe. Et il y a d'autres communicants qui sont en fuite, qui sont activement recherchés. Moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Kolba Koivougui, votre réaction après cette je ne suis pas surpris, mais plutôt j'estime que la justice est en train de faire son travail. Il vous souviendra que quand on avait débattu sur l'autre point de ce sujet, quand il a été question de parler de la condamnation d'Ibrahima Souri Kamara, ça avait également évoqué que la procédure de la plainte qu'avait portée le Balai Citoyen était en cours, et que cette même structure s'était retrouvée en début de week-end dernier pour faire l'état, en tout cas en conférence de presse, pour parler de l'avancement de ce dossier. Aujourd'hui, nous parlons déjà de cet aspect. C'est pour dire qu'en réalité, que ceux qui pensent que quand ils sont au code de la justice, bon, la justice, on qualifie la justice d'une justice à deux vitesses. Carrément, ce n'est pas cela. Et quand il s'agissait de parler d'Ibrahima Souri, les gens disaient que oui, on est contre l'opposition, on est contre ceci, alors qu'Ibrahima Souri avait été condamné, pas parce qu'il est militant de l'UFDG, parce que c'est un citoyen qui a porté atteinte à la dignité et à l'honneur du président, parce qu'il a accusé le président gratuitement. Il faut que les gens acceptent de faire la différence dans ce pays. Maintenant, parlant de ces autres personnes dont il s'agit, d'ailleurs, ce n'est pas que des gens du RPG, il y a également des gens de l'UFDG, certains gens de l'UFDG qui sont dans ce même dossier, d'autres sont en fuite selon ce que nous avons appris, mais j'estime que c'est de nature, déjà c'est une démarche de la justice que chacun de nous doit saluer, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête ou qu'on se positionne contre la justice parce que vous êtes dans le viseur de la justice. Véritablement, c'est ce qu'on a constaté dans ce pays. À un moment donné, l'on critique, on dit bon, la justice ne fait pas son travail, d'abord on n'applique pas la loi dans ce pays, il y a ceci, il y a l'injustice. Quand la justice se met en branle contre une action que vous avez menée illégalement, parfois on se retrouve également, on dit bon, la justice est contre nous, et puis c'est une justice téléguidée. Je pense là que c'est de part et d'autre, on peut estimer que oui, de part et d'autre, il y a une égalité, oui, parce qu'il y a déjà un jeune, même s'il a été condamné, pas parce qu'il est de l'UFDG, mais au moins il est de l'UFDG, il a été condamné. Maintenant, il y a d'autres jeunes gens également qui sont poursuivis par cette même justice. Je pense qu'on va tenter de mettre l'eau dans les veines pour dire que oui, cette fois la justice elle est équitable, c'est une justice normale, mais toujours est-il que c'est une mesure dissuasive. Ça va dorénavant donner de leçons à ceux-là qui tenaient des propos de nature enragée, comme Macky Sall le disait, des va-t-en-guerre, des véritables va-t-en-guerre. Oui, ils vont moraliser la communication au niveau des radios, moraliser la communication sur les réseaux sociaux, moraliser la communication, bref, dans tous les espaces publics. C'est vrai qu'on salue, tout le monde salue en tout cas cette action, mais qu'est-ce qu'il faut éviter? Ben écoutez, il faut éviter de politiser la chose parce que on est dans la phase de réclamation politique. On ne souhaiterait pas que l'opposition
saisissent la balle au rebond pour... Il ne faut pas qu'il y ait une récupération. Pour dire que voilà, ce sont nos communicants qui ont un problème. Voici, on a un militant incontesté qui a été écroulé en prison, qui est condamné. On met ça dans la plateforme revendicative. C'est de cela il faut éviter parce que il faut que les politiciens sachent que nous sommes tous Guinéens. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand quelqu'un est en conflit avec la loi, on le laisse purger sa peine, et effectivement maintenant après ça lui donnera ça sera une leçon pour lui. Donc je pense qu'il faut éviter de politiser la chose. C'est pourquoi je souhaiterais que la justice puisse aller jusqu'au bout, dire justement le droit, pas condamner seulement que les gens du RPG pour dire que voilà, ce n'est pas seulement les gens du FDD qui ont été condamnés, même si les gens du RPG ne sont pas coupables de quelque chose, qu'on les condamne simplement pour contenter les gens. Non, il faut éviter de cela. C'est pourquoi il faut que la justice fasse correctement ce travail, dire justement le droit, pour que dorénavant qu'on puisse éviter cette escalade de violence qui est d'ailleurs une première, parce que surtout au sortir d'une élection de proximité, que les gens se livrent à une telle pratique, des Guinéens de l'intérieur, les Guinéens de l'extérieur, tout le monde s'était mis dans la danse. Heureusement que le balai citoyen a haussé le ton et Gassama déjà avait menacé les gens, et de bonnes choses. Donc il faut éviter réellement de politiser la chose, à l'opposition républicaine de mettre la balle, de ne pas saisir la balle au rebond, de chercher à comprendre la situation et laisser la justice à faire son travail. Et surtout qu'on n'en fasse pas un objet de revendication politique. C'est ça, il faut éviter. On sait quand même qu'il y a une négociation qui est déjà ouverte avec l'entremise du président de la République à travers le comité de suivi. On a écouté un jeune communicant de l'UFDG du côté de Yambéré qui serait avec celui d'Alain Diallo, lequel aurait promis de tout faire pour libérer Ibrahima Souri qui est pourtant arrêté dans le dossier de Madina parce qu'il a dit tout ce que nous connaissons déjà. Et maintenant, ces jeunes-là qui pourraient être également condamnés, il ne faudrait pas qu'on en fasse une revendication politique pour tordre davantage le coup à la loi. Mais l'autre point, pour terminer quelques mots, on sait déjà que la plupart de ces communicants du RPG Arc-en-Ciel ont boudé actuellement les réseaux sociaux, ou alors ont boudé les émissions interactives, je ne sais pas, pour faire pression sur le RPG Arc-en-Ciel, mais aussi le président. Et toutes ces décisions ont été prises au lendemain de leur rencontre avec le chef de l'État, parce que ce dernier aurait crié contre eux, parce que tout simplement il y a un d'entre eux qui aurait prédit cette histoire du marché de Madina, et puis depuis lors ils ont décidé de bouder carrément la radio. Il y a question de s'interroger, ils étaient en train de communiquer pour le président Alpha Condé ou pour l'RPG Arc-en-Ciel, ou tout simplement ils communiquaient pour passer des messages pour la bonne gouvernance en Guinée. Moi je suis plutôt pour cette première affirmation. Bien sûr qu'ils communiquaient pour le président. Je pense que c'est une démarche qu'il faut dénoncer. Il faut que les gens apprennent quand même à ne pas militer seulement bêtement. Je communique pour le président et pour le parti, c'est les propos. C'est les propos qui nous intéressent. Peu importe la personne pour qui il communique. Oui, de part et d'autre. C'est-à-dire que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Aujourd'hui, si ces communicants, ces différents communicants des deux bords sont en conflit avec la loi, c'est quelque part parce que ces deux partis n'ont pas joué leur rôle. On ne doit pas utiliser... On utilisait les médias pour s'insulter mutuellement. Voilà, la dénomination même de la plainte, on dit pour des propos, pour appel à la haine. À la violence. À la violence. On ne doit pas, quand ton parti politique joue pleinement son rôle, ton militant, ou surtout quelqu'un que tu as coopté pour communiquer pour toi, ne doit pas verser dans ce genre de pratique. Il faut une éducation citoyenne. Quelque part, c'est des manquements des dirigeants de ces partis-là qui influent sur le comportement des communicants. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est soit le jugement ou la prison. Merci Amadou Makissa, merci également aux autres experts. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Avec le même plaisir, on vous donne rendez-vous demain quand il sera 9h05 en temps universel. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.